Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Jacques Aristide en direct de Washington. Ravi de vous retrouver dans Le Monde aujourd'hui à la une de l'actualité ce soir. Le gouvernement de la République du Mali décide de se retirer de tous les organes et instances du G5 Sahel, y compris la force conjointe. Le Mali quitte le G5 Sahel. La junte au pouvoir à Bamako accuse l'organisation régionale, qui lutte notamment contre les groupes djihadistes, d'être instrumentalisée par l'extérieur. Un départ qui isole encore plus le Mali de ses voisins, selon des observateurs. Détails et décryptage à venir en début de journal. Déduit une perte d'autonomie. Au Burkina Faso, une quarantaine de supplétifs de l'armée et de civils ont été tués lors de 3 attaques menées par des djihadistes présumés durant le week-end écoulé. Des renforts militaires ont été déployés dans les régions visées pour protéger les habitants. La communauté internationale salue l'élection d'Hassan Sheikh Mohamud à la tête de la Somalie. Elle lui demande de résoudre les problèmes de ce pays pauvre et instable de la Corne de l'Afrique. Après la Finlande, la Suède indique vouloir adhérer à l'OTAN du fait de l'invasion russe de l'Ukraine. Washington dit soutenir les candidatures des 2 pays non alignés. Le Kremlin ne voit pas une telle perspective comme une menace immédiate, mais accuse les États-Unis d'utiliser l'Alliance Atlantique à leur fin de manière tout à fait agressive. Le Mali, pour démarrer, la junte au pouvoir dans le pays a fait part hier du retrait de Bamako du G5 Sahel. Pour les militaires, le bloc régional anti-djihadiste est instrumentalisé par l'extérieur. Il déclare que le Mali est empêché d'assurer la présidence pour mieux l'isoler. Après le départ du Mali, l'organisation sahélienne est réduite à 4 pays, la Mauritanie, le Tchad, le Burkina et le Niger. De la capitale malienne, le point avec notre correspondant Mokhtar Bari. Après plusieurs tentatives pour convaincre les pays membres sur la violation des textes de l'organisation, le Mali a officialisé son retrait du G5 Sahel. C'est du moins ce que déclare le gouvernement dans un communiqué publié dimanche. L'organisation avait pourtant vu le jour au Mali, à l'initiative des présidents Ibrahim Boubacar Keïta du Mali, Idriss Déby Itno du Tchad, Mohamed Ould Abdelaziz de la Mauritanie, Mahamadou Issoufou du Niger et Michel Kafando du Burkina. Depuis l'avènement de la junte au Mali et la brouille avec la France, principal soutien de la force, le courant semblait ne plus passer entre Bamako et certains pays membres. Je pense que c'est 2 poids 2 mesures. En tout cas, de façon personnelle, j'ai pas trop aimé. Parce que il faut abandonner tous les partenaires qui sont là pour nous défendre et essayer d'aller comme ça en solo, c'est pas tellement encourageant en réalité. Mais quelque part, il faut aussi reconnaître que tout est question de principe. Si dans les clauses de partenariat entre le Mali et les autres pays du G5, si le Mali n'est pas respecté dans les procédures, je pense aussi que les autorités ont pleinement le droit de réagir à cela. Le retrait du Mali marque un tournant dans l'expérience du G5 Sahel, au moment où, sur le terrain, 3 des 5 pays sont dirigés par des juntes militaires issus des changements non constitutionnels. Cette sortie, selon certaines analyses, devrait occasionner une nouvelle approche dans la lutte contre le terrorisme avec les récentes attaques au Bénin et au Togo. Je pense que nous serons amenés à mettre en place une autre organisation plus forte, indépendante. G5 Sahel, c'était une organisation qui n'avait même pas les moyens de ses ambitions. Parce que le premier partenaire qui finançait au sein du G5 Sahel était la France. Et la France avait ses propres troupes avec un budget conséquent sur les mêmes zones. Dans ce cas, il y avait mélange de genres. Maintenant, il revient aux différents pays, selon leur capacité, à pouvoir s'organiser, à se mettre en groupe pour amorcer cette lutte contre le terrorisme avec une nouvelle organisation qui aura plus d'indépendance, qui aura plus de liberté d'action et de mouvement au niveau des différentes frontières.
Rappelons que la force conjointe du G5 Sahel est constituée de 5000 hommes et soutenue par la force Barkhane. En 5 ans d'existence, les actions du G5 Sahel dans la zone des 3 frontières Burkina, Mali, Niger n'ont pas à ce jour permis d'endiguer les attaques des groupes djihadistes. Mokhtar Bari pour VOA Afrique, Bamako. Une actualité que nous décortiquons dès maintenant avec l'invité du journal, Abdoulaye Bari. Bonsoir et bienvenue. Alors, si vous m'entendez, vous êtes doctorant à UPeace, l'Université pour la paix. C'est une institution académique internationale créée par l'ONU en 1980. Vous nous rejoignez via Skype de Ouagadougou. Alors, nous le savons depuis le début de l'année, Bamako fait l'objet de mesures économiques et diplomatiques des États ouest-africains de la CEDEAO qui réclament le retour des civils à la tête du Mali dans les délais les plus brefs. Ce retrait du G5 Sahel isole-t-il davantage le Mali dans cette partie du continent? Partagez-vous cet avis? Non, on ne peut pas parler d'isolement ici pour le Mali. Vu déjà que si vous prenez l'ensemble de ces pays donc, du G5 Sahel, à l'exception donc de la Mauritanie et puis du Tchad, on a quand même les 2 autres qui sont déjà des pays membres de la CEDEAO. Donc l'isolement était de fait sur le plan interaction à la fois économique et humaine. Il n'y a pas d'isolement, mais par contre, il y a des conséquences sur plusieurs plans auxquelles on pourra s'attendre dans les jours à venir. Mais on va dire que ce n'est qu'une annonce pour le moment. La procédure devrait continuer puisqu'il faut que le Mali notifie à l'instance, donc le secrétariat exécutif, et il faut qu'un sommet extraordinaire des 4 autres pays se réunisse donc pour voir acter ou non le départ donc, du Mali. Ce n'est pour l'instant qu'une annonce. Oui, en tout cas, la junte malienne accuse le G5 Sahel d'être instrumentalisé par l'extérieur. Elle ajoute que le Mali est empêché de présider l'organisation sahélienne dans le but de mieux l'isoler. Quelle lecture faites-vous de ces accusations ? Oui, ici, on est en plein pied, si vous voulez bien, dans le prolongement de la brouille diplomatique entre la France et le Mali, on va dire. Vous savez que le G5 Sahel, c'est la France qui est quand même la caution diplomatique du G5 Sahel. La reconnaissance, l'ancrage institutionnel au niveau international du G5 Sahel, c'est grâce donc à la France qui a porté le projet, on va dire, au Conseil de paix et de sécurité. Et il se trouve qu'aujourd'hui, dans la configuration, on se retrouve avec des pays qui, comme le Mali, qui a maille à partir avec la France autour donc de la force Barkhane qu'il a déjà exclue. Et vous avez au sein des mêmes pays d'autres pays, notamment 2 autres pays, qui entretiennent des relations très très fortes avec la France. Donc il va de soi que les G5 se retrouvent de fait inopérantes au regard donc de cette tension diplomatique entre d'un côté la France et le Mali, mais de l'autre côté le Mali et d'autres membres donc du G5 Sahel. Oui. Alors brièvement, si vous pouvez, si ce retrait est acté, quelles vont être les séquelles de ce retrait malien du G5 Sahel sur le combat anti-djihadiste dans la sous-région? Comment les 4 autres pays pourront-ils minimiser les effets de ce départ? Non, il ne restera pas 4 pays, il restera 3 pays de fait, parce que vous savez que la Mauritanie n'a pas de frontières avec les 3 autres pays. La Mauritanie n'a de frontières qu'avec le Mali. Donc, de fait, il y a une discontinuité géographique. Ça, c'est le premier élément. Donc, il reste 3 pays qui partagent les mêmes frontières, parce que la Mauritanie n'a pas de frontières avec les autres. L'autre élément, et au plan de la force conjointe du G5 Sahel, ça veut dire que le départ du Mali entraîne donc l'amputement de la force conjointe de 3 bataillons, les 2 bataillons maliens dans le fuseau centre et le bataillon mauritanien dans le fuseau ouest qui ne peut plus opérer. Mais pire encore, on se retrouve aujourd'hui avec la force conjointe qui devient inopérante parce que son poste de commandement se situe à Bamako et Bamako décide donc de se retirer. Donc on peut dire que le G5 est de fait paralysé. Abdoulaye Bari, vous êtes expert en questions de sécurité au Sahel, doctorant à l'Université pour la paix, UPeace, et vous étiez en direct de la capitale burkinabé. Je vous remercie, à très bientôt, au revoir. Merci, au revoir.
Justement, le Burkina, je le disais, est l'un des 4 autres pays qui continuent de faire partie du G5 Sahel. Le Burkina, encore une fois, théâtre d'attaques meurtrières. Une quarantaine de supplétifs de l'armée et de civils ont été tués au cours du week-end écoulé lors de 3 assauts menés par des djihadistes présumés dans 2 régions du pays. Pour l'heure, les autorités confirment au moins une attaque ayant fait 17 morts. Reportage à Ouagadougou de notre correspondant Lamine Traoré. Selon des sources locales jointes par VOA Afrique, au moins 17 civils ont été tués samedi dans une attaque de présumés terroristes à Madjouari, dans la province de la Kompianga, région de l'Est. 2 VDP, des volontaires pour la défense de la patrie, font partie des victimes. Selon les mêmes sources, l'attaque a également fait 7 blessés. À quand la fin de ces attaques? Des observateurs et analystes opinent. Avec la nouvelle donne politique au Burkina depuis le 24 janvier, cela requiert donc une nouvelle réorganisation, une nouvelle stratégie de lutte contre le terrorisme qui devrait donc tirer les enseignements, on va dire, des faiblesses politiques, les faiblesses stratégiques constatées donc dans la gouvernance ces 6 dernières années sous le président Roch, tirer les enseignements, adopter une stratégie qui allie à la fois la dimension militaire et sécuritaire, mais aussi qui allie la dimension, on va dire, dialogue avec les mouvements insurrectionnels, parce qu'il y en a beaucoup. Je pense que le premier responsable de ce pays, en l'occurrence le lieutenant-colonel Damiba, a donné 5 mois. Bon, il lui reste 3 mois et demi. Bon, il faut attendre peut-être la fin. Mais c'est vrai que si on veut être dans l'absolu, les attaques continuent. Et il vient d'avoir 100 jours à Kosiam et les gens remarquent quand même qu'il y a une dégradation de l'état sécuritaire. Même si on nous dit aussi que les FDS engrangent des victoires. On espère que, en tout cas, les signaux seront ouverts parce que c'est le fondement même du coup d'État des actuels dirigeants. Ils ont fait le coup d'État à Roch-Kaboré pour en tout cas, dépêtrer le pays de ce terrorisme-là. Selon cet expert, les groupes armés sont en train d'évoluer. Mieux, ils imposent leur stratégie. Aujourd'hui, nous sommes à une phase où les groupes armés montrent clairement qu'ils ont une maîtrise, non seulement géographique, mais aussi une maîtrise en matière de stratégie. Et le dernier indicateur de cette suprématie, ou qui montre cette suprématie, c'est le fait qu'aujourd'hui, ils en arrivent à atteindre les grandes villes. Pour l'heure, aucune réaction des autorités de la transition sur ces attaques. En plus des 17 morts à Madjouari, plusieurs sources évoquent d'autres attaques ce week-end. Des chiffres non officiels parlent d'une quarantaine, voire d'une 50aine de morts. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. Toujours dans cette partie de l'Afrique, la junte au pouvoir en Guinée fait état de l'interdiction des manifestations politiques de rue peu après l'adoption par l'organe législatif qu'elle a créé d'une transition de 3 ans avant le retour des civils à la tête du pays. Le Comité national du Rassemblement pour le développement prévient que tout manquement aux décisions annoncées vendredi soir entraînera pour leurs auteurs des conséquences de droit. L'organe a dit réitérer à l'opinion que le colonel Mamadi Doumbouya, qui dirige le pays depuis le coup d'État mené en septembre dernier contre le président Alpha Condé, n'est ni candidat à une élection, ni proche d'un parti politique. Hassan Sheikh Mohamud a été élu hier à la tête de la Somalie par les parlementaires du pays. Face au chef de l'État sortant, Mohamed Abdullahi Mohamed, la communauté internationale appelle le nouveau président à prendre en main les problèmes de ce pays, paralysé depuis plus d'1 an par une profonde crise politique. Blanche Sanou pour les détails. 5 ans après, Hassan Sheikh Mohamud revient au pouvoir en Somalie. À l'issue d'un scrutin sous haute sécurité, le président élu, 66 ans, déjà chef de l'État entre 2012 et 2017, s'est imposé face au sortant Mohamed Abdullahi Mohamed, dit Farmajo. Lors du scrutin, les fonctionnaires du Parlement ont dénombré plus de 165 votes en faveur de M. Mohamed, consacrant sa victoire. Des coups de feu de célébration ont résonné dans la capitale Mogadiscio après le résultat de l'élection présidentielle. Je suis venu pour célébrer la victoire du 8e et désormais 10e président. Je le félicite.
La Somalie est en paix avec elle-même et avec tout le monde. Hassan Sheikh Mohamoud est un ancien universitaire et militant pour la paix. Le chef de l'État promet de transformer son pays secoué par une longue crise politique en un pays pacifique. Pensons à demain, pas à hier et à ce qui s'est passé. Je travaillerai à un avenir brillant et un beau futur pour que mon peuple puisse vivre dignement. Je mettrai en œuvre ma devise, la Somalie en paix avec elle-même et avec le monde. Cette élection, qui devait initialement se tenir en février 2021, met fin à plus d'une année de crise politique dans ce pays meurtri par l'insurrection des islamistes Chebab et menacé par la famine après une sécheresse d'une ampleur historique. Les Nations Unies et la communauté internationale ont félicité le nouveau président ainsi que les instances politiques et sécuritaires somaliennes pour avoir assuré une élection présidentielle ordonnée, paisible et sécurisée. Ici, aux États-Unis, une personne d'origine taïwanaise est morte et 4 autres ont été grièvement blessés dans une fusillade dans une église en Californie hier, au lendemain d'une tuerie dans la ville de Buffalo, dans l'État de New York, qui a fait 10 morts. Les habitants de Buffalo, toujours sous le choc, ont rendu hommage aux victimes hier. Les 10 personnes, dont une majorité d'Africains-Américains, ont été tuées dans un supermarché par un homme blanc dans cette fusillade décrite par les autorités comme un crime raciste motivé par la haine. La Maison-Blanche indique que le président Joe Biden se rendra à Buffalo demain pour partager la douleur de la communauté après cette tuerie qualifiée d'horrible et d'insensée. Au lendemain de la Finlande, la Suède a officialisé aujourd'hui sa candidature à l'OTAN en conséquence directe de l'invasion russe de l'Ukraine. La perspective d'une telle entrée ne constitue pas une menace immédiate, affirme le maître du Kremlin, après des déclarations exprimant l'irritation de Moscou ces derniers jours. Mais la Russie, ajoute Vladimir Poutine, réagirait à des déploiements d'infrastructures militaires dans les 2 pays nordiques. Il accuse les États-Unis d'utiliser l'OTAN à leur fin de manière tout à fait agressive. D'après lui, il s'agit d'une situation internationale compliquée dans le domaine de la sécurité. Washington a dit soutenir les candidatures de la Finlande et de la Suède à l'OTAN. C'est Anthony Blinken, le patron de la diplomatie américaine, qui l'a fait savoir. Davantage avec Arash Arabasadi, le récit est de Yacouba Ouedraogo. Mais un petit mot avant le reportage qui va suivre, il contient des images qui peuvent choquer. Périphérie de Kharkiv, les forces ukrainiennes continuent de nettoyer les villages repris aux soldats russes. Ils fouillent maison par maison à la recherche de Russes qui pourraient encore se trouver dans la région. Alors que la Russie a bombardé pendant des semaines la 2e plus grande ville d'Ukraine, l'armée ukrainienne affirme que les troupes russes se sont retirées de Kharkiv. Les responsables disent y avoir trouvé au moins 41 corps de soldats russes. Les hauts diplomates de l'OTAN se sont rencontrés dimanche à Berlin pour discuter d'un soutien supplémentaire à l'Ukraine. Ils ont aussi parlé des plans de la Finlande et de la Suède pour rejoindre la plus grande alliance militaire du monde qui fournit des armes à l'Ukraine pendant la guerre en cours. Les alliés ont été rejoints ici à Berlin par les ministres des Affaires étrangères de Suède et de Finlande. Les 2 pays sont des partenaires de défense proches et appréciés de l'OTAN et des États-Unis. Les États-Unis soutiendraient fermement la candidature à l'OTAN de la Suède ou de la Finlande si elles choisissaient de postuler officiellement à l'Alliance. La Finlande partage plus de 1300 km de frontières avec la Russie. Elle a officiellement annoncé son intention de postuler pour rejoindre l'OTAN. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que demander l'adhésion à l'OTAN serait une erreur. Le président finlandais s'est entretenu avec son homologue russe et s'est dit surpris du calme avec lequel il a accueilli la nouvelle du projet de la Finlande d'adhérer à l'OTAN. Je voulais juste confirmer que maintenant la situation a changé. Nous allons demander l'adhésion. Et de la même manière, Poutine a confirmé qu'il pensait que c'était une erreur. Nous ne vous menaçons pas, a-t-il dit. Dans l'ensemble, la discussion a été, dirais-je, très calme. Le Parlement finlandais devrait approuver une candidature officielle pour rejoindre l'OTAN, mais l'annonce du président fait suite à une recommandation parlementaire cette semaine. L'adhésion prend du temps et l'on ne sait pas si la Russie punirait préventivement la nation européenne. Un autre point de friction est l'opposition de la Turquie à l'entrée de la Finlande et de la Suède à l'OTAN, alors que l'adhésion nécessite un vote à l'unanimité. Tout cela n'est guère réconfortant pour l'Ukraine, pays luttant contre une invasion russe depuis février.
Ce que nous voyons avec la position actuelle de la Suède et de la Finlande, qui ont décidé de demander l'adhésion à l'OTAN, et la réponse des alliés, que cette demande soit examinée et satisfaite immédiatement, ne sert qu'un argument très évident selon lequel l'OTAN a appris de ses erreurs et des erreurs politiques commises. Le Parlement finlandais devrait voter sur l'adhésion à l'OTAN dans les prochains jours et la Suède devrait suivre. Et voilà pour la première partie de votre journal. S'il vous plaît, n'allez nulle part ailleurs. Le Monde aujourd'hui revient dans une petite minute. Merci. Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, l'une des villes à la croissance la plus rapide d'Afrique. Mais la modernisation a un coût. Chaque jour, des quartiers populaires sont rasés au bulldozer pour faire place à de nouvelles infrastructures. C'est le quatrième pont qui passe ici. C'est à cause du quatrième pont ils ont détruit tout ça ici. La maison elle est belle, mais il y a plein de travaux qui ne sont pas encore terminés, comme la douche, le sol. Abidjan, la gentrification à marche forcée. Un grand reportage VOA Afrique, ce vendredi dans Le Monde aujourd'hui. Merci d'être toujours avec nous dans Le Monde aujourd'hui, un journal télévisé que vous propose VOA Afrique. Cap d'emblée sur le Cameroun pour parler de basket. L'équipe des forces armées et de la police a quitté le pays aujourd'hui pour le Rwanda où elle va prendre part à la Basketball Africa League. Avant le départ des joueurs, leurs compatriotes sont venus leur souhaiter bonne chance à l'occasion d'une cérémonie tenue en leur honneur. Emmanuel Julentap, notre correspondant à Yaoundé, y était également. Après 2 semaines de stage à huis clos, FAP Basketball est désormais prête pour entamer la compétition dès le 21 mai prochain. L'équipe en a profité pour aborder le problème d'adresse qui a fait défaut à la formation lors de la conférence du Nil. Notre stage a été basé sur cela et nous avons également ce problème de gestion de fin de match. Mais cela est beaucoup plus dû à un problème de concentration des acteurs qui se retrouvent sur le terrain. Je pense que nous avons suffisamment travaillé, nous avons tiré les leçons de la conférence du Nil pour débuter cette Final 8 à Kigali le 21. Quelques changements ont été apportés à l'effectif qui va prendre part à la Final 8 au Rwanda. Nous avons Abou Diallo, un intérieur sénégalais qui vient de la France, un ex-sociétaire d'Avignon. Nous avons Minlen, qui vient des États-Unis, qui est un Camerounais né aux États-Unis, grandi aux États-Unis, pour nous renforcer sur le secteur extérieur parce que nous avons Essomé qui est blessé et hors de la compétition. Et enfin, nous avons le jeune Garansou qui, de par sa prestation au Final Four du championnat local ici, nous a convaincus et qui remplace logiquement le capitaine. FAP a pour adversaire en quart de finale la formation rwandaise du REC et va affronter des adversaires plus solides en cas de qualification pour le prochain tour. Ça nous galvanise davantage d'aller jouer contre ces grandes équipes-là, d'aller se frotter à ces grandes équipes africaines, que ce soit les Amalek ou les autres. Ça nous fait grandir nous également. Sur le fait que nous sommes une équipe amateur, oui c'est normal, mais ça ne diminue pas pour autant nos chances. Ça ne diminue pas pour autant nos chances. De nos jours, le basketball, il est le même partout. On a les mêmes méthodes de travail pratiquement. Donc on a travaillé dur pour ça. Et si on est arrivé à ces Final 8, c'est parce qu'on le mérite. La participation de FAP à la balle lui confère le statut d'équipe nationale. Le ministre des Sports a tenu à galvaniser les joueurs avant leur départ du Cameroun. Nous avons foi en leur talent, en leur génie, en leur maestria pour des résultats honorables et pour une participation glorieuse de nos porte-flambeaux à cette prestigieuse compétition. Lors de la première édition de la balle, le représentant du Cameroun n'avait pas pu passer l'étape des quarts de finale. Emmanuel Julentap pour VOA Afrique, Yaoundé.
Donner de la visibilité aux personnes vivant avec un handicap au Togo, c'est l'ambition que porte la foire Mon Beau Village. Une rencontre commerciale qui a pour objectif de montrer l'ingéniosité de cette tranche de la population. La première édition de cette fête foraine s'est déroulée il y a quelques jours à Lomé, la capitale. Le reportage d'Amen Assignon. C'est une foire-exposition comme les autres, mais avec une particularité, celle de rassembler exclusivement des personnes vivant avec un handicap pour valoriser leurs talents et leurs œuvres. Dans les stands, divers articles sont exposés. Des chaussures, des produits issus de la vannerie, des produits alimentaires, des œuvres d'art. Des articles faits maison qui démontrent le talent, le savoir-faire de ces exposants. Voilà, il y a les produits de la cordonnerie, il y a les chaussures, il y a les paires que nous fabriquons. Et à part ça aussi, nous avons les porte-clés que nous fabriquons sous forme de chaussures, sous forme de tapettes que nous fabriquons aussi. Et il y a une particularité au sein de notre association, nous avons des non-voyants. Cette fête foraine dénommée Mon Beau Village est une première au Togo. Elle a le mérite de participer à l'inclusion financière de cette tranche de la population, souvent marginalisée et considérée comme inactive sur le plan économique. Cette foire, elle est innovante dans la mesure où elle permet aux personnes handicapées elles-mêmes, artisans, de s'affirmer et de se mettre davantage en valeur. Mais aussi, elle permet que ces personnes communiquent. La foire constitue aussi pour ces personnes à mobilité réduite un cadre commercial de partage d'expériences et surtout de rencontres. Pensons que c'est une très belle initiative dans ce sens où ça prône l'autonomisation des personnes handicapées, surtout des femmes handicapées. Et pour les organisateurs, c'est un pari gagné. La finalité qu'on attendait après cette foire, c'est ça. Faire connaître au public les capacités, les compétences, les dons et savoir, le savoir-faire de toutes ces personnes en situation de handicap. C'est parce qu'on était sûr en fait qu'ils disposent réellement de quelque chose à prouver au public. Moment fort de cette fête foraine, ce défilé de mode qui met en exergue la créativité et le talent de la styliste togolaise Akoko Folibé, la promotrice de ce projet. Amélie Signon pour VOA Afrique, Lomé. Et nous allons rester au Togo pour clore votre journal. Le tout nouveau FESMA, comprenez le festival La Marmite, vient de se tenir au Togo. Justement, l'événement entend devenir un festival culinaire de référence en Afrique, montrant que la cuisine africaine n'est pas seulement pimentée ou huileuse, mais très variée. Le thème de la toute première édition, cuisine africaine, les enjeux du consommé local et les nouveaux modes d'alimentation. Il a été organisé par l'agence de communication Focus Yaku avec le concours du bureau togolais de l'association panafricaine Africa Gastronomique et avec l'appui du gouvernement togolais et d'autres partenaires dont l'Union européenne et l'opérateur de téléphonie Move. Le festival a regroupé 15 chefs venus de plusieurs pays africains, Togo bien entendu, Bénin, Burkina, Ghana, Sénégal, Côte d'Ivoire, Gabon, Cameroun, Mozambique et Madagascar. Au total, 50 000 visiteurs étaient attendus sur les 5 jours avec en clôture durant le week-end une grande soirée de gala à l'hôtel 2 février Lomé. Le buffet a été préparé par les 15 grands chefs. Ce n'est pas qu'un regroupement de chefs, il y a également une centaine d'exposants, producteurs, transformateurs, artisans, des partenaires internationaux comme la coopération allemande Guise qui accompagne souvent les producteurs agricoles au Togo. Et voilà, point final à ce journal. Un grand merci à vous d'avoir été des nôtres ce soir. Rendez-vous dès demain avec Le Monde Aujourd'hui, même heure, même endroit. C'était Jacques Aristide à Washington. Je remercie toute l'équipe et mes collègues à la régie, dont Sims Lumami, Gidi Kapumbouvila qui était avec nous ce soir et Elias, notre réalisateur. Très belle soirée à vous. À demain. Merci.